Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de Monsieur Michel Villa. Donc, le savoir-être, la clé de la réussite en bourse. Pour débuter cette présentation, j'aimerais vous présenter Monsieur Mario Bédard, qui est président du conseil d'administration chez Mallette. Mario, à vous. Bonjour tout le monde. Comme Julie vient de vous dire, Mario Bédard, je suis associé responsable des bureaux de Québec-Mauricie de Mallette et aussi président du conseil d'administration au niveau provincial. Je suis très heureux ce matin d'avoir l'opportunité de venir faire le lancement du deuxième webinaire du réseau Mallette, celui-ci en relation avec la bourse, un secteur d'activité assez important depuis quelques mois. Mallette, c'est 30 bureaux partout au Québec, c'est 1000 ressources. Mallette, c'est un bureau multidisciplinaire qui offre des services, bien entendu, de fiscalité, de comptabilité, mais aussi d'actuariat, de notariat et de conseil financier, services financiers, achat, vente d'entreprises, acquisition d'entreprises, financement d'entreprises, un secteur qui est assez en demande par les temps qui courent. Mallette et la COVID, oui, ça a eu beaucoup d'impact chez nous, mais aussi, on était un peu chanceux. Premièrement, on était un service essentiel, donc on a gardé nos bureaux, nos places d'affaires tous ouverts. Deuxièmement, nos 1000 ressources sont capables de travailler en télétravail. On est équipés pour le faire. Donc, ce qu'on a pris comme décision importante depuis le début de la COVID, premièrement, envoyer nos employés en télétravail. Deuxièmement, on a décidé de garder le lien d'emploi avec l'ensemble de nos employés, mais de diminuer leurs tâches pour leur permettre un peu d'avoir du temps pour s'occuper des familles avec des fermetures de garderies et d'écoles. Donc, 100% de nos employés sont disponibles pour répondre à 100% des demandes de nos clients. On a aussi mis en place des cellules de crise en fiscalité, cellules de crise en services conseil, en ressources humaines. Et ces trois groupes prennent en compte tout ce qui est mis en place par les différents paliers de gouvernement et écrivent des bulletins fiscaux et des conseils aux entrepreneurs. Puis je vous encourage à aller voir notre site mallette.ca sur lequel vous allez retrouver tout ce qui a été écrit par nos équipes depuis le 12 mars, ça fait un mois aujourd'hui, sur la COVID. Donc, c'est un endroit intéressant pour au moins essayer de tout comprendre ce qui est mis en place. Il y a beaucoup de programmes de mise en place et si par-dessus ces lectures, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter des professionnels de notre équipe un peu partout au Québec. Là-dessus, je vais laisser la parole à Luc Guillot, qui est responsable du réseau Mallette et je vous souhaite une excellente journée et un bon webinaire. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire sur le savoir-être pour maximiser votre réussite en bourse. Je tenais ce matin à m'adresser plus particulièrement aux membres du réseau Mallette qui sont présents à la conférence. Plusieurs d'entre vous ont l'occasion de se rencontrer déjà dans plusieurs cercles virtuels que nous avons mis en place afin d'échanger sur vos enjeux et défis. Et c'est d'ailleurs suite à plusieurs cercles et plusieurs demandes de webinaires que nous avons créé notre programmation, dont celui d'aujourd'hui, qui est très à point vu les soubresauts de la bourse des derniers temps. Comme à l'habitude, chaque membre aura l'occasion de discuter avec les autres membres de son cercle des sujets qui sont traités dans le webinaire aujourd'hui, afin de voir comment concrètement appliquer les concepts qui sont présentés. Je termine en vous rappelant que le réseau Mallette vise l'excellence en formation et accompagnement des entrepreneurs et on est toujours là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse de courriel est réseau-mallette@mallette.ca. Vous verrez les coordonnées écrites à la fin du webinaire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne présentation et merci de votre présence. Merci Luc. Donc oui, aujourd'hui, je vais être votre maître de cérémonie. Alors, mon nom est Julie Blackburn, je suis directrice au réseau Mallette. Avant de laisser la parole à notre excellent conférencier, Monsieur Michel Villa, j'aimerais débuter en vous expliquant quelques petites fonctions de Teams. Donc, notre conférencier ne vous voit pas et ne vous entend pas. Cependant, vous avez un bouton au centre de votre écran. Donc, si vous balayez votre souris par-dessus, il y a un onglet questions et réponses. Donc, si vous écrivez une question sur cette plateforme-là, nous, on va recevoir en temps réel toutes les questions que vous posez.
Cependant, les autres participants au webinaire ne verront pas la question que vous allez écrire. Moi, si je vois que la question se répète à plusieurs reprises, je vais la publier pour que vous y ayez accès, pour que tout le monde y ait accès en même temps. Donc, je laisse la parole à Monsieur Michel Villa et je reviendrai à la fin de sa conférence pour poser quelques questions que vous nous aurez écrites. Donc, Monsieur Michel Villa est formateur boursier et aujourd'hui, il va nous donner quelques conseils pour naviguer à travers un marché boursier qui est incertain. Donc, Michel, je te laisse la parole. Bonjour, Julie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Julie, pour cette belle présentation. Je suis vraiment excité d'être là ce matin. Je vais vous avouer, j'étais un petit peu stressé à l'idée d'arriver en retard, mais heureusement, il n'y avait pas de trafic sur les routes ce matin. Donc, je suis content d'être là. Et puis, sans plus tarder, on se pose la question, c'est qui ça, Michel Villa? Bien évidemment, Michel Villa, c'est un beau bonhomme, un chauve, 5 et 7. On me compare souvent à Rachid Badouri. Même si je trouve ça bizarre de me faire comparer à Rachid Badouri parce que, dans un premier temps, j'y ressemble pas du tout. Entre vous et moi, je suis beaucoup plus beau que lui et aussi, je suis beaucoup moins drôle. Évidemment, quand on regarde Michel Villa, ben, c'est un gars originaire de Québec qui a 45 ans. C'est en quelque sorte mes deux seuls défauts. Et quand j'étais jeune, mes parents me disaient toujours « Michel, si tu veux connaître du succès à la bourse, tu te dois d'étudier et de travailler fort. » Bon, c'est un petit peu bizarre que ma mère ait une voix aussi grave, mais j'ai quand même appliqué le conseil au pied de la lettre. Après avoir décroché un baccalauréat en administration des affaires, option finance, ainsi qu'un MBA en management, je suis parti à la quête des agréments professionnels reconnus en finance, comme le CFA, l'analyse financière, le CPA-CGA pour la comptabilité, le CMT pour l'analyse technique et le FRM pour la gestion du risque. Pour ceux et celles qui seraient vraiment impressionnés par mon parcours académique, je veux juste rappeler que j'ai eu mon permis de conduire à l'âge de 33 ans. Du côté professionnel, j'ai commencé comme entrepreneur. Dans les années 90, comme copropriétaire d'un bar et copropriétaire d'une compagnie de distribution de machines à café. Par la suite, pendant 10 ans, je suis devenu arbitragiste action, communément appelé trader. Qu'est-ce que ça fait un trader? Ben, ça achète et vend des actions à la bourse, soit pour un compte de particulier comme chez Disney en 2000, soit pour un compte de gestionnaire de portefeuille comme chez Hydro-Québec et le CN. Et après toutes ces années d'expérience et d'études, je me suis dit, ça y est, j'ai tout le savoir nécessaire pour connaître du succès à la bourse et surtout de réaliser mon rêve, celui de gérer de l'argent pour une institution financière. Et cette opportunité-là, je l'ai eue quand je me suis joint à la Banque Laurentienne en 2012 comme prop trader. C'est quoi un prop trader? Ben, c'est un trader qui essaye de faire de l'argent quand le marché monte puis quand le marché baisse. Puis quand je regarde cette expérience-là avec certains reculs, je pourrais vous dire que cette expérience-là a été complètement, comment je pourrais dire ça, désastreuse. Sérieusement, aujourd'hui, je vous montre en primeur l'une des rares photos prises de moi lors de mon passage à la banque. Alors, je vous présente la photo. Et oui, c'est moi qui a frappé un mur. Après seulement 2 ans, j'ai été congédié de la banque. Pourquoi? Parce que malgré le fait que j'avais tout le savoir nécessaire pour connaître du succès à la bourse, il me manquait l'élément le plus important, qui est le savoir-être. Sa capacité de s'auto-gérer, de gérer les émotions face aux fluctuations boursières. Puis le gros problème que j'avais, c'est que j'avais de l'ego. J'étais arrogant. Je n'écoutais pas ce que mes collègues de travail me disaient. Quand le marché ne me donnait pas raison, ben, je ne l'écoutais pas non plus. Puis qu'est-ce que je faisais? Je prenais davantage de risques en prenant des positions très, très, très grosses. Puis ça a causé ma perte. Mais qu'est-ce qui explique derrière ce comportement-là qui était un peu de l'arrogance? C'est que j'avais vraiment l'impression que j'avais le contrôle sur le marché boursier. Mais malheureusement, tu ne peux pas avoir de contrôle sur le marché boursier parce qu'il est incertain et aléatoire. S'il y avait un seul concept à retenir aujourd'hui, c'est ceci. On ne peut pas contrôler le marché à court terme. C'est quoi de l'incertitude? Bien, je vous invite à revenir au début 2016. Je vais vous donner un exemple qui va démontrer 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas prédire le résultat d'un événement. Puis deuxièmement, on ne peut pas prédire la réaction des participants de marché à cet événement-là.
Donc, vous êtes au début 2016, en janvier, puis je vous annonce qu'en juin, le Brexit va passer. C'est-à-dire que le Royaume-Uni va voter pour se retirer de la communauté européenne. Quelques mois plus tard, un certain Donald Trump va remporter l'élection présidentielle américaine. Là, vous m'auriez dit, ben voyons, Michel, ça n'arrivera pas. C'est pas fini. En fin d'année, le SPT6, le principal indice de référence canadien, va finir en hausse de 20 %. Et là, vous m'auriez dit, Michel, t'es un malade. Ben, c'est ça qui s'est passé en 2016. Il y a peu de gens qui ont prédit le Brexit, qui ont prédit la victoire de Donald Trump et surtout la belle performance du marché boursier canadien dans ce contexte-là. C'est ça de l'incertitude. Aléatoire, bien, ce sont tout événements qui sortent du champ gauche. Puis on peut les catégoriser de deux façons. La première, c'est un événement qui est imprévisible, qui touche une action en particulier. Donc, mettons que début 2019, tu dis, je vais analyser l'action de Boeing. Puis tu prends quelques semaines pour éplucher les états financiers, d'écouter des appels de conférence, de faire un modèle sur Excel. Et là, un bon vendredi matin au mois de mars, tu achètes l'action de Boeing. Et là, le dimanche suivant, malheureusement, un de ces appareils s'écrase en Éthiopie et boum, l'action perd 14 % le lundi matin. C'est plate, mais ça arrive. Le deuxième facteur à tenir compte du côté aléatoire, c'est l'effet papillon. Donc, l'effet papillon, c'est quoi? C'est un événement banal qui peut avoir des conséquences vraiment néfastes. Est-ce que vous savez qu'Adolf Hitler, à l'âge de 4 ans, il s'est fait sauver de la noyade? Imaginez, est-ce qu'on aurait eu une deuxième guerre mondiale si Adolf Hitler se serait noyé? On ne le sait pas. L'histoire ne le dit pas. Et malheureusement, on n'est pas capable de prédire ce genre de petit événement-là qui peut vraiment faire cascade et causer vraiment beaucoup de douleur pour les gens, d'un point de vue boursier aussi d'un point de vue économique. Et ça me fait penser à un autre événement qui ressemble un peu à ce qu'on a eu et qui représente très bien l'effet papillon. C'est en décembre dernier, hein, en Chine, dans un marché public de Wuhan où c'était possible de savourer des animaux comme des rats, des serpents, des bébés loups. Et puis, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? 1,4 million de personnes infectées et quelques 80 000 décès reliés à la COVID-19, le coronavirus. C'est un événement qui est vraiment triste et c'est un événement qui était imprévisible. Là, les gens vont dire, ouais, mais attends un peu, là. Bill Gates, en 2015, il nous avait là, averti d'une possible pandémie. Et même l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, disait qu'on était proche d'avoir une pandémie importante. Mais malgré ça, tu n'es pas capable de prévoir quelle va être la nature de la pandémie, le type de virus, le moment qui va être détecté, sa vitesse de propagation, le taux de mortalité et surtout l'impact sur les économies et les marchés boursiers. C'est pour ça que j'appelle ça un événement de signe noir, en anglais, de Black Swan. Parce que ce concept-là, il a été proposé par Nicolas Nassim Taleb, qui est un philosophe et mathématicien, qui, lui, s'est inspiré d'une anecdote qui date du 17e siècle. À l'époque, en Europe, tout le monde pensait que les signes étaient blancs. Mais à un moment donné, il y a une gang d'explorateurs qui sont allés sur les côtes de l'Australie et ils ont fait la rencontre d'un signe noir. Puis c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Donc, quand ils sont revenus en Europe, ils étaient tout excités. Et là, Nassim Taleb s'est inspiré de cette histoire-là pour nous expliquer que cet événement-là, il était imprévisible. Puis, sa probabilité d'occurrence est tellement faible que pour ce genre d'événement-là, tu ne te protégeras pas nécessairement. Puis, en plus, quand ça se produit, ça a vraiment une portée qui est considérable et exceptionnelle. On a juste à penser à la Première Guerre mondiale, la chute de l'Empire soviétique et les attentats du 11 septembre. Donc, le coronavirus, même si on parle de pandémie, c'est une réalité de la société, qu'on a vu, là, évidemment, le SRAS en 2003, l'Ebola en 2014, tu n'es pas capable de prévoir le timing de cet événement-là. Et encore une fois, l'investisseur s'est fait surprendre récemment par rapport au coronavirus. Donc, quand on regarde l'impact sur les marchés boursiers pour le coronavirus, on réalise quoi? C'est que, évidemment, ça a affecté tout le monde. Et là, les gens sont surpris de ça. Mais là, on vient de voir ensemble que le marché boursier il est incertain, aléatoire. Puis il faut accepter qu'à court terme, ça peut arriver, ce genre d'épisode-là. Et moi, j'avais beaucoup de problèmes avec ce concept-là parce que je me disais, bien, moi, j'ai le savoir. Je suis capable de contrôler ce qui s'en vient.
Et à l'époque, les années 70, il y avait un économiste du nom de Burton Malkiel qui disait qu'un singe qui tire des fléchettes sur les pages financières collées sur un mur pour choisir des titres pour son portefeuille aurait plus de succès qu'un gestionnaire de portefeuille. Incroyable quand même, là. Mais en 1998, le Wall Street Journal a voulu tester cette hypothèse-là en amenant une gang de singes au bureau de Wall Street Journal. Puis évidemment, ça coûtait trop cher en assurance, donc ce qu'on a fait, on a demandé aux journalistes de se prêter à l'exercice. Et oui, il y a des journalistes qui ont tiré des dards sur des pages financières collées sur le mur pour construire un portefeuille. Et quel a été le résultat? Bien, la performance a été sensiblement la même qu'un portefeuilliste moyen. Pourquoi? Parce qu'à court terme, tout peut arriver. Donc, moi, j'avais le problème avec ce concept-là. Puis l'autre affaire aussi, ce qui arrive, c'est qu'on parle d'excès de confiance. Évidemment, dans une situation où tu as des connaissances, tu as des aptitudes, tu te penses capable de prédire ce qui s'en vient, et ça cause vraiment un excès de confiance. Tu te crois au-dessus de la mêlée, puis ça, c'est vraiment difficile à gérer. Donc, Sylvie, je t'inviterai à passer à l'autre diapositive. Alors, l'excès de confiance, c'est que tout le monde connaît ça, hein? De dire, ben, là, je pense que j'ai une petite confiance en moi, mais est-ce qu'on est capable de définir les critères pour déterminer dans quelle situation que tu risques d'avoir un excès de confiance? Donc, il y a 4 critères. Le premier, c'est quand c'est en lien avec ta personnalité. Deuxièmement, c'est quand c'est subjectif. Troisièmement, c'est quand les tâches sont faciles. Et quatrièmement, c'est quand on a de l'expérience. Donc, ce que je vais faire sur la prochaine diapositive, je vais vous expliquer dans quelle situation vous risquez d'être trop optimiste, d'avoir trop confiance, et dans quelle situation vous risquez de manquer de confiance. Alors, le premier critère, c'est personnalité. Quand c'est quelque chose qui est en lien avec toi-même, tu as confiance en toi. Avoir des discussions intéressantes. Bon, moi, je suis un gars intéressant, je suis curieux, je suis capable de faire des fois des jokes, les gens vont trouver ça le fun de s'entretenir avec moi. Le deuxième critère, subjectivité. Je vous pose la question, est-ce que vous embrassez bien? Donc, je ne veux pas vous demander de répondre dans le chat, mais c'est pas mal certain que les gens vont répondre « Ouais, moi, je pense que j'embrasse bien. » Évidemment, à savoir si tu embrasses bien ou pas, c'est vraiment subjectif. Si tu fais le tour de tous tes partenaires dans ta vie, ben, peut-être qu'il va y avoir une personne ou deux qui va dire « Bon, finalement, non, tu n'embrassais pas si bien que ça. » Le troisième point, c'est quand ça a trait à des tâches qui sont faciles, comme gagner un jeu de société. Hein. On arrive, on est en confinement social, on se fait un jeu de société, on a vraiment confiance de gagner parce que souvent les règles sont faciles à comprendre, puis aussi il y a un petit côté d'hasard. Donc, tu as tendance à dire, moi, je suis capable de gagner. Et le quatrième point, l'expérience. Hein, si je te demande, as-tu confiance d'utiliser un ordinateur? Le fait que tu utilises un ordinateur depuis longtemps, il y a des bonnes chances que tu dis, ouais, moi, je suis pas mal bon avec Word puis Outlook. Donc, on vient de voir que les critères de personnalité, subjectivité, tâches faciles et expérience vont t'amener dans un contexte où tu risques d'avoir un biais d'excès de confiance. Si on regarde du côté manquer confiance, on prend les mêmes critères, mais on fait l'inverse. Prédire l'équipe qui remportera la partie entre le Canadien et les Maple Leafs. Ça n'a rien à voir avec ma personnalité. Si je n'ai pas d'intérêt pour le hockey, puis je n'ai pas vraiment de capacité d'analyse, je vais m'en foutre pas mal, je n'aurai pas un niveau de confiance qui est très élevé. Si tu me demandes, Michel, es-tu un bon danseur? Non. Moi, là, je suis du genre, on m'invite à 3h moins quart dans un bar, danser pour vider la place. OK? Parce que c'est objectif. Tout le monde est capable de dire, oh, tu es vraiment un mauvais danseur. Si je vous dis, par exemple, réciter l'alphabet à l'envers, et là, je te donne 1, 2, 3 secondes, go. Tu vas trouver ça difficile de dire, c'est-tu Z, Y, X, W. C'est dur parce que tu n'es pas habitué de faire ça. C'est une tâche qui est vraiment complexe. Et dernier point, est-ce que tu veux conduire une voiture de course? Oui, j'aimerais ça. Est-ce que tu as confiance de performer? Non, parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas l'expérience. Donc, personnalité, subjectivité, tâches faciles et expérience, je vous invite à utiliser ce cadre de référence-là dans votre quotidien, dans votre travail pour dire, oh, je pense que j'ai peut-être un excès de confiance et des fois, peut-être que j'ai un manque de confiance. Et là, tu vas chercher des ressources. Donc, à la bourse, c'est quoi le lien? C'est que quand tu penses que tu vas connaître du succès à la bourse, c'est que tu travailles fort.
tu es intelligent. Puis moi, j'avais vraiment cette impression-là. Donc, ma personnalité m'amenait à croire que j'allais avoir du succès. Évidemment, c'est subjectif. Hein? Si je te donne un rendement de 10 dans l'année, tu vas me dire, hey, wow, Michel, c'est-tu bon ou pas bon? Bien, l'année passée, le marché a grimpé de 30 Donc, sur une base relative, c'est plus ou moins bon. Par contre, si tu fais 10 dans un marché qui baisse, tu as fait une bonne job. Donc, c'est très subjectif à savoir si tu es un bon investisseur ou négociateur actif. Le troisième point, l'expérience. Évidemment, l'expérience, si tu prends des cours, des formations, tu lis un peu, tu vas avoir tendance à dire, oh, je maîtrise un peu le domaine, puis je vais être capable d'avoir du succès à la bourse. Parce qu'à la bourse, dernier point, c'est tellement une tâche facile. Hein? Tu as deux choses à faire. Soit que tu achètes ou tu vends. Donc, les barrières sont très basses à l'entrée. Ça attire beaucoup de monde, puis malheureusement, il y a autre chose à tenir compte pour tenir du succès à la bourse. Donc, évidemment, c'est quoi la solution de ça pour vraiment faire attention à l'excès de confiance? C'est d'avoir une confiance de type vrai. Et quand je pense à confiance de type vrai, c'est Roger Federer. Donc, c'est quoi le concept? C'est que peu importe la situation, tu vas toujours prendre la meilleure décision possible. Que tu sois à la hausse ou à la baisse sur le marché boursier, que tu aies perdu ton emploi ou pas, tu vas avoir tendance de prendre des décisions qui sont le plus rationnelles possible, peu importe le contexte. Et Roger Federer l'a très bien fait dans sa carrière de tennisman, parce que lui, on le reconnaît principalement pour ses performances à Wimbledon, un tournoi qu'il a remporté à 8 reprises. Puis moi, ce qui me fascine, c'est qu'en carrière à Wimbledon, Roger Federer, il a remporté seulement 60 de ses points. Wow! 60 de ses points, mais comment ça qu'il a connu autant de succès? Je m'aurais attendu un taux de succès qui est plus élevé. C'est que dans une partie moyenne au tennis, de 5-7, un joueur va frapper 600 balles en moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Roger Federer, il a confiance à son processus, à son exécution, puis il se fout s'il a raté 1 ou 2 ou 3 coups de manière consécutive, puis même s'il tire de l'arrière, parce qu'il se dit tôt ou tard que je me concentre à frapper le coup que je dois frapper. Si je le fais sur une base régulière, à l'usure, je vais avoir raison de mon adversaire. Donc, il mise beaucoup sur l'exécution, puis à long terme, si tu as une bonne exécution, évidemment, tu vas avoir plus de succès. Donc, c'est quoi le message comme un investisseur boursier? C'est qu'évidemment, tu dois avoir un processus dans un premier temps. Tu dois avoir une méthode d'investissement, une stratégie de placement. Et si tu es un investisseur, un portefeuille qui est bien diversifié, et si tu es un négociateur actif, évidemment, une gestion du risque avec un ordre stop. Ça, c'est quoi un ordre stop? C'est que si le marché, tu l'achètes à 10 et il s'en va à 8, tu décides automatiquement de sortir de ta position. Donc, ce processus-là, c'est un processus de savoir et de savoir-être parce que tu tiens compte aussi de ta gestion des pertes. Mais le problème qu'on a, puis on va le voir sur la prochaine diapositive, c'est qu'on est vraiment attiré par le biais du résultat. On s'attarde à avoir des profits tout le temps. Puis là, tu te dis, bien, si quelqu'un fait de l'argent, il se doit d'avoir un bon processus. Et ça, c'est vraiment un jeu dangereux. Je vais vous donner un exemple. En 2006, la firme Trading Markets a demandé à 10 mannequins de la prestigieuse revue Playboy de construire un portefeuille. On a voulu comparer la performance de ces portefeuilles-là avec le S&P 500, le principal indice de référence américain et la moyenne des gestionnaires de portefeuille. Et savez-vous quoi? C'est Dina Brooks, pour ceux que ça intéresse, page couverture mai 98, qui a remporté le concours avec une performance de plus 43 comparativement à 14 pour le S&P 500 et 13 pour les gestionnaires de portefeuille en 2006. Évidemment, elle a été chanceuse parce que Dina, elle n'a aucun processus en place. De l'autre côté, tu peux avoir un excellent processus, mais malheureusement, à court terme, le résultat, ben, il n'est pas favorable. On a juste à penser à l'exemple que j'ai donné sur l'action de Boeing. Tu fais une belle analyse qui est rigoureuse, mais malheureusement, à court terme, à cause que le marché boursier est incertain et aléatoire, tu peux avoir une transaction qui est non profitable. Donc, c'est quoi l'équation du succès à la bourse? On voit que c'est une combinaison de savoir et de savoir-être. J'avais les connaissances, la théorie, mais il manquait le facteur le plus important. C'est de comprendre la manière que j'opère lorsque le marché bouge beaucoup, lorsque le marché ne me donne pas raison. Être capable de gérer cet aspect-là. Et c'est cette combinaison-là des deux
qui fait vraiment une différence. Donc, dans la prochaine demi-heure qui va suivre, je vais vous présenter 3 concepts qui sont tirés principalement du savoir-être pour être en mesure, dans le fond, de connaître plus de succès à la bourse. On va voir l'effet de récence, le biais de la négativité et l'hypothèse de l'efficience du marché. Pour le premier concept, on voit sur la photo que Mike McCarthy, qui est l'entraîneur-chef des Packers de Green Bay. En 2018, les Packers de Green Bay, pour la 2e année consécutive, ont raté les séries éliminatoires. Puis malgré une fiche en carrière de 89 victoires et 54 défaites, Mike McCarthy a été congédié par la direction des Packers de Green Bay. Ça, c'est un bel exemple de l'effet de récence. Notre tendance à porter une attention particulière aux informations récentes. Si tu prends une certaine distance et tu te dis, bien, finalement, c'est un bon entraîneur, il a peut-être juste à court terme pas été chanceux, on va garder le cap avec cet entraîneur-là. Et ce concept-là, il est très présent à la bourse aussi, l'effet de récence, parce que selon Charles Schwab, c'est le principal biais comportemental, c'est-à-dire une erreur de jugement que les investisseurs font. Donc, je vous ramène un peu dans le passé. Imaginez-vous début 2019. Je vous dis, hey, selon toi, là, ça a été quoi le rendement enregistré des bourses en 2018? Et là, vous me dites, je pense que les marchés ont perdu là, entre 10 et 15 %. C'est une réaction tout à fait normale. Parce que quand on regarde les rendements pour le 4e trimestre, ça a été le pire trimestre depuis 2008-2009. Et quand on regarde le mois de décembre, le pire mois de décembre depuis les années 30. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'information récente a teinté ta façon de voir les choses. Donc, si tu prends une certaine distance, puis tu dis, bien là, au final, en 2018, les marchés boursiers ont juste perdu en moyenne 5 %. Tu dis, c'est pas si pire que ça, parce que dans un contexte où que le marché, pendant 10 ans, il a monté pratiquement à toutes les années, puis t'a donné un rendement de près de 400 %, c'était une baisse qui était tout à fait convenable. Donc, dans le contexte de la COVID-19, il faut porter attention à l'effet de récence. Parce que le 19 février dernier, les marchés boursiers se négociaient à de nouveaux sommets historiques. Et là, bang, du jour au lendemain, le marché boursier représenté par le S&P 500 a perdu 30 % en l'espace de 22 jours. C'est la plus rapide débarque de l'histoire. Et là, je vous pose la question, est-ce que tu as le goût d'investir à la bourse? Tu vas me dire, ouais, pas vraiment, là. Mais si tu prends une certaine distance, tu fais le même exercice qu'en début de 2019, tu réalises quoi? Bien, le S&P 500, il est en hausse par rapport à l'année passée et sur 10 ans, le marché t'a offert là, des rendements très, très, très intéressants. Donc, le problème de vouloir garder le cap, de demeurer investi, vous en doutez sûrement, c'est que les médias sont très présents et viennent influencer notre prise de décision. On a demandé aux gens qu'est-ce qui vous attire dans les médias. Les gens parlent de guerre, d'attentats terroristes, de catastrophes naturelles, de catastrophes causées par l'être humain. C'est sans surprise que le ratio de mauvaises nouvelles versus bonnes nouvelles, c'est 17:1. Quand Céline Galipo part son téléjournal en vous rappelant que les marchés boursiers ont chuté, est-ce que c'est une information qui est utile? Non, parce qu'on le sait qu'ils ont reculé. Puis Céline, elle doit là, vraiment y aller avec des manchettes sensationnalistes parce qu'au final, le téléjournal a besoin de vendre de la publicité. Il est donc super important de faire la différence entre un conseil et du divertissement. Puis encore une fois, c'est le même principe, c'est prenez une distance. Si les médias vous affectent, puis vous êtes un petit peu nerveux, délaissez ça. OK? Faites d'autres choses parce que ça va juste vous attirer un peu de nervosité parce qu'à la bourse, la douleur émotionnelle engendrée par une perte est supérieure au plaisir ressenti par un gain similaire. Et là, vous me dites, Michel, peux-tu m'expliquer ça en français? C'est qu'un gain de 100 $, c'est le fun, mais une perte de 100 $, c'est plate en tabarouette. Et ça, c'est vrai pour les facteurs les plus stressants dans une vie. Un congédiement, un décès, un déménagement, un divorce, une maladie. OK? Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie en 2002, a été capable de quantifier cette relation entre gains et pertes similaires. Ce qu'il a proposé, c'est un exercice fort simple. Je prends un 25 cents, je le tire dans les airs.
Si ça tombe pile, je te donne 100 $. Si ça tombe face, tu me donnes 100 $ parce que tu veux jouer avec moi. Les gens ils ont dit, bah, pas vraiment, hein, parce que j'ai une chance sur 2 de gagner 100 $ et j'ai une chance sur 2 de perdre 100 $. Donc, mon espérance mathématique à long terme est de 0. Mais la raison principale pourquoi les gens n'embarquaient pas, c'est que perdre, ça fait vraiment mal sur le plan émotionnel. Alors, Daniel Kahneman a posé la question suivante. Pour jouer avec moi, quel serait le montant que je dois te donner quand tu gagnes pour que tu embarques dans le jeu? Puis les gens ils ont dit, OK, si ça tombe pile puis je gagne, tu me donnes 200 $, puis ça tombe face puis je perds, je te donne 100 $. C'est que les gens disaient qu'ils ont besoin d'un montant 2 fois plus élevé quand ils gagnent versus que quand ils perdent. C'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, une perte, c'est 2 fois plus douloureux qu'un gain. Et là, ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans le contexte de la COVID-19? On est à la maison, les marchés boursiers sont volatiles, on va aller voir les médias. Non, fais pas ça. Et pire que ça, je vais aller consulter mon portefeuille. Puis le problème quand tu consultes ton portefeuille, c'est que quand tu tiens compte de cette relation-là entre émotions négatives versus émotions positives, que tu vois que les émotions négatives ont plus d'impact, plus que tu consultes ton portefeuille régulièrement, plus que ça va affecter ta perception du risque. Donc, prenons un exemple qui est vraiment extrême. Mettons que tu regardes la performance de ton portefeuille qui est très balancé, qui se comporte un peu comme le marché boursier à toutes les heures. Tu as 51% des chances dans un contexte boursier normal de voir un profit sur la journée. Donc, il y a 49% du temps que tu vas avoir une perte. Et là, tu sais là, que ton ratio est 2:1, tu risques de vivre là, des yo-yo émotionnels. Si tu regardes ton portefeuille une fois par trimestre, tu as 77% des chances d'avoir un profit. Si tu le regardes une fois par année, ben, tu as 93% des chances de boire du verre. Et là, ça paraît peut-être une coïncidence, mais le creux du marché boursier s'est fait le 23 mars. Okay? Si tu attends la fin du trimestre pour voir ton portefeuille, c'est-à-dire le 31 mars, ou l'état de compte que tu vas recevoir bientôt, tu vas réaliser que le marché boursier a grimpé de 18% des bas. Alors, les gens vont dire, ouais, mais c'est une coïncidence. Je suis d'accord. Mais juste le fait de espacer les fois que tu regardes ton portefeuille, tu as plus de chances de voir un marché à la hausse. Puis évidemment, c'est très profitable pour ton portefeuille. Et d'ailleurs, au moment qu'on se parle, le marché boursier aux États-Unis est en hausse de 25% depuis le 23 mars. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cet aspect-là pour vraiment là, gérer là, très bien vos émotions par rapport à une situation là, de perte boursière. L'autre concept que j'aimerais vous présenter va être présenté là, dans quelques instants sur la diapositive, c'est le biais de la négativité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs Hans et Ola Rosling ont posé cette question-là à des milliers de gens. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans un monde qui s'améliore, qui se dégrade, ou qui est sensiblement le même? Et là, à la surprise générale, les gens ont dit qu'on vivait dans un monde qui se dégrade. Quand même incroyable, hein? Parce qu'on vit vraiment dans un monde meilleur. L'accès à l'éducation n'a jamais été aussi bon. L'espérance de vie globale est de 72 ans, comparativement à 60 ans il y a 20 ans. L'extrême pauvreté est à un creux historique et 50% des gens ont accès à Internet. Et malgré ça, on est vraiment pessimiste de nature. Pourquoi? C'est à cause du biais de la négativité. 77% de tes pensées sont négatives ou contre-productives. 77%. Pour ceux et celles qui doutent un peu de ma statistique, on va faire un exercice fort intéressant. Dans un premier temps, je vais vous demander de fermer les yeux. Puis, vous allez imaginer qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Une nouvelle voiture, des vacances, un nouveau chalet. Là, ça fait du bien. On est dans un bon état d'esprit. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui vous rendrait malheureux? Oh my God! La liste est vraiment impressionnante. Je peux perdre ma job, je peux me faire frapper par un char, ma blonde peut me laisser pour sa meilleure amie, et pire que ça,
on pourrait assister à un effondrement du système financier. OK? Alors, les scénarios vraiment extrêmes apparaissent dans notre tête. C'est pour ça qu'à chaque semaine, il y a des gourous financiers qui prédisent la fin du monde et que le système financier s'en va à zéro. Puis c'est pour ça que c'est payant d'avoir cette stratégie-là à la bourse pour 5 raisons. La première, c'est perception de compétence. Il est reconnu qu'une personne qui est pessimiste par rapport à la lecture d'un livre, qui émet des commentaires négatifs, est perçue comme plus compétente qu'une personne qui émet des critiques positives par rapport au livre. Pourquoi? Parce qu'il est sophistiqué et à contre-courant. Quelqu'un qui est optimiste, là, c'est-tu quelqu'un qui est gossant? Hein? Tu as toujours l'impression qu'il va nous vendre de quoi? Tandis que le pessimiste, une chance qui est là pour nous alerter des risques d'une grande dépression qui s'en vient. Quand tu écoutes un expert, tu as 2 régions de ton cerveau très utiles pour la prise de décision, pour avoir un aspect critique. Eux autres, là, ils ne fonctionnent plus. Ils sont au vestiaire. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu bois les paroles de l'expert. Le marché boursier baisse 7 fois plus vite qu'il ne monte. On dit que le marché boursier monte par l'escalier, mais descend par l'ascenseur. La preuve, c'est que le S&P 500, ça a pris 1 an de passer de 2400 à 3400, puis il est revenu à 2400 à l'espace d'1 mois uniquement, et faible risque réputationnel. Depuis 2010, Mark Faber, l'investisseur suisse, à chaque année, il nous prédit des baisses de 40 à 50% pour le marché boursier. Puis même si ça fait 9 ans qu'il n'a pas raison, on continue à l'écouter. Le pire, c'est que cette année, il a quand même eu son petit moment de gloire parce que le marché boursier a perdu 30% en moyenne de son sommet à son creux. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, ils ont tout intérêt à vous faire peur parce que c'est vraiment payant de faire ce genre de prédiction-là. Mais moi, ce que je vous dis, là, il faut faire attention, puis il faut avoir une petite distance par rapport à ça. Il faut être critique parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Et ça, c'est le même principe aussi quand tu utilises un GPS. Hein, vous le savez, là, moi, j'ai eu mon permis de conduire à 33 ans, donc je ne suis pas encore quelqu'un qui est très habitué avec la conduite automobile. C'est d'ailleurs ma conjointe qui conduit sur une base régulière, mais je suis quand même en charge du GPS. Moi, le GPS, là, je l'aime parce que je le trouve bon. Okay? Puis j'y fais tellement confiance, même de façon aveugle. Mais je ne suis pas le seul, parce qu'en 2012, il y a 3 touristes japonais de passage en Australie qui se sont fiés au GPS pour atteindre leur destination, mais malheureusement, ils se sont retrouvés en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est quand même incroyable qu'il n'y a personne dans la voiture qui s'est dit « Hey, je pense qu'on s'en va à pas bonne place. » Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à la technologie. On fait confiance aux experts. On fait confiance aux prophètes de malheur. Puis encore une fois, ça vient nuire à ta prise de décision. Tu dois être capable de prendre une distance avec ton processus pour mettre en place des stratégies d'investissement. Puis si tu n'es pas en mesure de le faire ou tu n'as pas d'intérêt, fais confiance à un conseiller financier parce que quand tu regardes sur une base historique, le marché boursier, il fait quoi? Le marché boursier, il grimpe. Il y a un biais à la hausse. Entre 1926 et 2019, on parle de rendement moyen de 10% annualisé. Et là, les années là, sont importantes. Là. 1926 à 2019. Ça veut dire que ça inclut la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale, la crise des missiles de Cuba dans les années 60, le choc pétrolier des années 70, l'inflation de 1980, le lundi noir de 1987, la récession aux États-Unis dans les années 90, l'éclatement de la bulle technologique, les attentats du 11 septembre, la crise financière de 2008-2009, la crise de l'euro de 2010 à 2012 et la pandémie du coronavirus. Si je vous avais donné toute la liste de ces événements-là en 1925, je vous aurais posé la question, c'est ça qui va arriver dans le futur. Est-ce que tu as le goût d'investir à la bourse? Les gens vont dire, oh, non merci. Mais malgré tout, le marché boursier a monté à cause qu'il est novateur, créatif et résilient. Puis là, les gens vont me dire, mais pourquoi tu as cette moyenne de 10%-là quand ça arrive souvent que le marché va perdre 20 à 30%? C'est que les rebonds sont spectaculaires quand les marchés baissent. On va donner l'exemple suivant. Okay? En mars 2007, le S&P 500
a baissé de 55 % jusqu'à son creux de mars 2009. Si tu appliques un 10 % de rendement sur les mois et années à venir, combien de temps que ça aurait pris pour revenir à son sommet de mars 2007? Ça aurait pris environ 7 ans. Mais le marché l'a fait en 3 ans et 2 semaines. Pourquoi? Parce que le marché rebond fortement suite à des baisses. Et là, les gens vont me dire, ouais, ben là, moi, j'ai le goût de faire du timing de marché. Tenez bien compte de cette statistique-là. OK? Entre 1998 et 2018, le S&P 500 a gagné environ 7 %. Si tu avais raté les 20 meilleures journées de bourse, c'est pas beaucoup, là, parce qu'il y en a eu 5000 journées au total, mais là, on va prendre les 20 meilleures journées de bourse. On parle de 0,4 % là, potentiellement des journées. Tu as eu un rendement négatif. Donc, souvent, c'est extrêmement difficile d'accepter cet inconfort à court terme à cause du fait justement que le marché baisse rapidement. On a peur de perdre. Une perte, c'est vraiment douloureux. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton portefeuille, tu écoutes les médias, puis tu fais confiance à des gourous financiers. Évidemment, à cause de ça, tu vas te sortir du marché boursier. Là, pour les 15 dernières minutes qui restent, on va passer là, au prochain concept, qui est le dernier des 3 concepts. Donc, on a vu là, évidemment l'effet de récence, qui est vraiment là, très important là, à tenir compte. Et ça, l'effet de récence, il va frapper vraiment ici. Et là, vous allez voir pour l'autre concept, qui est le dernier, qui est l'hypothèse de l'efficience de marché sur la prochaine diapositive. On va voir que ça, c'est vraiment des enjeux importants pour votre gestion des émotions dans le contexte. Quand j'étais jeune, moi, là, c'était gros, les lancements de navettes spatiales. Puis moi, là, j'étais un gros fan de ça. Je suivais ça en direct à la télévision. Puis je me souviens très bien du 28 janvier 1986, où la navette Challenger elle a explosé en plein ciel après son décollage. Lors de la conférence de presse de la NASA, eux autres, ils ont dit, on va mettre en place une commission d'enquête qui va essayer de trouver la raison pourquoi de l'explosion. Et là, en juin, la commission Rogers a pointé du doigt la compagnie Morton Tiocal en disant que c'était eux autres qui étaient responsables, dans le fond, de l'explosion. Pourquoi? Parce que Morton Tiocal, il s'occupait de la fabrication des joints. Et lors du décollage, il faisait tellement froid que ça a causé la défaillance des joints, ce qui a causé, dans le fond, un incendie et l'explosion de l'appareil. Et là, je te donne cette information-là, puis tu me dis, hey, l'action de Morton Tiocal, elle va baisser en juin. Là. Mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle a baissé de 12 %, pas en juin, mais la journée de l'explosion en janvier. Pourquoi? Parce que selon l'hypothèse et l'efficience de marché, la bourse reflète à tout moment toute l'information disponible. C'est un mécanisme d'anticipation. Imaginez, là, le marché est composé de tout le monde. Là. Il est composé des gens de la NASA, puis des employés de Morton Tiocal qui savaient peut-être qu'il y avait une défaillance puis qui ont décidé de vendre agressivement leurs actions. Peu importe la raison, le marché a trouvé le coupable quelques mois avant la commission d'enquête. Alors, c'est quoi la leçon de tirer de ça? C'est que la prochaine diapositive, on va voir que les gens vont dire, bien là, Michel, une récession, ça vient là, au Canada et aux États-Unis à cause de la pandémie. Là, je devrais peut-être vendre mes placements. Ben moi, là, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va en avoir une récession. OK, là, c'est attendu là, au Canada et aux États-Unis. On parle d'une baisse d'environ 5 % du PIB pour le premier trimestre, puis dans le coin de 25 % pour le deuxième trimestre. La bonne nouvelle, oui, il y en a une, c'est que le marché boursier a déjà escompté le risque d'une récession. Okay? Le seul problème, c'est que c'est un indicateur qui est retardataire. On va vous le dire seulement cet été ou en septembre. Hey, on est en récession, mais le marché va déjà être rendu ailleurs parce qu'il va avoir sûrement anticipé de jours meilleurs. La preuve, c'est que sur l'écran, vous avez dans le fond la performance du S&P 500 lors des périodes de récession entre son creux et le moment qu'on a déclaré qu'il n'y en a plus de récession. Et on réalise qu'en moyenne, le marché boursier grimpe de 68 % en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que garde le cap, puis là, tu vas entendre des mauvaises nouvelles. Les chiffres d'emploi vont être mauvais. Les compagnies ne seront pas en mesure de donner le dividende, de faire leur programme d'achat d'actions. Il va n'y avoir aucune visibilité par rapport à c'est quoi l'impact de la COVID sur le résultat financier. Mais malgré tout, le marché boursier va être en mesure d'avancer
Parce que le marché boursier pense déjà à 2021, 2022, parce qu'il regarde en avant. Donc, ça, c'est vraiment important là, à comprendre là, ce concept-là. Il faut demeurer le cap. Souvent, la stratégie, c'est quoi? Ben, c'est ne rien faire. Et à ce sujet, j'ai une pas pire anecdote. La firme Fidélité s'est posé la question, c'est quoi la clé du succès de nos clients les plus performants? Puis en communiquant avec eux, bien, ils ont réalisé deux choses. La première, c'est que la majorité d'entre eux ne se souvenaient même plus d'avoir un compte ouvert avec la Fidélité. Et pour les autres, ben, ils étaient tout simplement morts. Hein? C'est pour vous dire, hein? On pense que c'est en étant actif qu'on va créer de la valeur ajoutée. Il faut être patient puis demeurer le cap. Puis un bon moyen d'arriver, ben, c'est une activité qu'on appelle le cadrage. Donc, vous avez à l'écran là, un symbole. Et là, je pourrais demander aux gens, est-ce que vous voyez un 13 ou un B? Puis habituellement, les gens voient un 13. Hein, ils voient davantage le chiffre. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est la bonne réponse? Tu es indifférent. Parce que ça dépend du contexte que tu places l'information, parce que ça pourrait être un 13 ou un B. Et là, ce qu'on voit sur la prochaine diapositive, c'est que quand tu places le même symbole entre deux lettres, tu vas dire, Michel, c'est un B. Mais si tu présentes la même information entre deux chiffres, tu dis, hey, c'est un 13. Bien, c'est ça le cadrage. La façon que tu présentes l'information va venir influencer ta façon de penser. Alors, prenez l'exemple que, mettons, je suis un conseiller financier. Vous avez début vingtaine, vous rentrez dans mon bureau et là, je vous dis, écoute, il faut que tu investisses à la bourse à long terme parce que c'est payant. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter sur un graphique chaque année de bourse qu'on a eue, puis je vais la coller avec le rendement correspondant. OK? Et là, je te pose la question, écoute, le marché boursier en 1928 et 2015 t'a donné avec le dividende environ 11 % de rendement. Là, je t'ai présenté là, un beau graphique. Est-ce que tu vas investir à la bourse? Puis là, tu regardes ça, tu te dis, ouais, j'ai environ la moitié des rendements qui ont été négatifs. Puis en plus, ben, il y a eu des années où c'était pas mal difficile. Hein? 2008, 1974, 1931, c'est normal parce que c'est le biais de négativité. Tu vas être attiré vers les années négatives, tu vas oublier les années positives. Mais quand tu prends une certaine distance, puis tu regardes ça, tu te dis, ouais, ça a l'air pas mal chaotique cette affaire-là, la bourse, puis moi, je n'ai pas d'intérêt à embarquer. Si tu changes la manière que tu présentes ton information, que tu fais du cadrage positif, on va voir que là, la réaction de la personne est complètement différente. Comme par exemple, si je t'avais la même information, mais sur un graphique. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, même mon gars de 5 ans va dire, ça monte. Et là, tu lui poses la question, est-ce que tu as le goût d'embarquer? La personne va dire oui. Puis là, on le voit, on a eu les mêmes variations boursières, mais en prenant une certaine distance puis en le mettant de façon positive, tu es capable de dire, OK, je suis capable d'accepter que ça brasse, mais à long terme, c'est payant. Donc, la manière de présenter l'information, ça va vous rendre vraiment de grands services. Donc, un bon truc par rapport à ça, c'est que quand vous êtes nerveux, au lieu de dire que vous êtes anxieux, dites plutôt que vous êtes excité. D'ailleurs, on a fait une expérience intéressante. Il y avait un succès du groupe Journey qui était Don't Stop Believing. Okay? Et là, à ce moment-là, on disait aux gens, dans le fond, de chanter cette tune-là, mais avant, on leur demandait de répéter dans leur tête « Je suis anxieux ». Et pour les autres, on leur demandait de répéter « Je suis excité ». Et là, il y avait un ordinateur qui calibrait leur performance. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que les gens qui disaient qu'ils étaient anxieux avant leur prestation avaient une performance qui était inférieure à ceux qui disaient qu'ils étaient excités. Donc, dans un marché comme ça, c'est vraiment important de le voir comme une opportunité et non, dans le fond, comme une menace, puis d'être excité au lieu d'être anxieux. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous avez été vraiment un groupe, je suis convaincu, génial, parce que je ne vois pas les commentaires. Puis, sérieusement, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une reprise à un moment donné ou une suite à ça. Donc, c'est tout. Habituellement, c'est là que les gens applaudissent, puis ils mettent des petits mots dans le chat. Mais je ne les vois pas. Puis, sérieusement, c'est-tu la fin de webinaire le plus poche au monde? Oui, c'est effectivement très poche. Puis, c'est mal de connaître parce que c'est important de finir fort des présentations. Et moi, je m'inspire encore une fois de Daniel Kahneman, qui a fait une expérience fort intéressante. Il a fait faire un examen de colonoscopie
des participants de l'étude. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ben, on t'insère une caméra pour aller voir si ton côlon il est correct. Puis, historiquement, c'est pas une expérience qui est très agréable, surtout la préparation. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé le groupe en deux et le premier groupe avait une colonoscopie qui durait 10 minutes, mais vraiment intense, hein, qu'on voit là, le patient A. Et pour les autres, il y avait une expérience qui durait 30 minutes, mais il y avait autant d'intensité que le patient A. Mais la beauté, c'est que ça finissait plus en douceur. Donc, on demandait aux gens d'évaluer la satisfaction de l'expérience. Donc, le premier groupe, 10 minutes avec des pics d'intensité. Et le deuxième groupe, ça durait 30 minutes, puis avec les mêmes pics d'intensité, mais ça finissait en douceur. Et on a réalisé que les gens préféraient une colonoscopie d'une durée de 30 minutes. Et Kahneman, il a dit que, pourquoi? Parce que la moyenne d'une expérience, que ce soit une présentation orale, une réunion d'équipe ou une rencontre client, c'est le wow de ta présentation et ta finale. Si tu crées un wow durant ta présentation, puis que la finale, ça fait les gens, ils vont vraiment s'attarder à ta finale. Donc, je me suis inspiré de ce concept-là, puis je me suis dit avec Mallette, ça serait important qu'on finisse fort, très fort, puis les gens s'en souviennent de la présentation. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas peut-être, ben, l'automne passé, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle « Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse ». Et puis, ce que je peux vous dire, ben, c'est un livre qui traite de savoir et de savoir-être. Donc, c'est un peu là, à la saveur de ce que vous avez entendu dans le webinaire. C'est un livre qui se lit très bien. La lecture prend plus que 30 minutes, puis c'est beaucoup plus agréable qu'une colonoscopie. Alors, je vous invite évidemment à vous procurer le livre, mais avant ça, j'ai dit qu'on voulait finir fort et j'inviterai Julie Blackburn de Réseau Mallette parce qu'on a une surprise, une annonce à vous faire. Julie, je te cède la parole. Merci, Michel. Écoute, tu m'as moi-même fait peur, donc même si je connaissais la fin de ta présentation, je ne sais pas, j'ai eu le cœur qui battait. Donc, effectivement, oui, on a une surprise pour vous. Le Réseau Mallette va a acheté 20 de tes livres et va les offrir à 20 participants qui étaient en ligne avec nous aujourd'hui. Donc, on va vous écrire un courriel pour vous envoyer le livre à la maison. On va vous le faire parvenir sous peu. Mais aussi, j'aimerais rappeler aux gens que Michel a eu une excellente idée. Alors, tous les gens qui participent au webinaire et qui désirent se procurer son livre sur michelvilla.com, pour chaque achat, Michel va remettre un 10 au fonds d'urgence qui a été créé par Centraide pour venir en aide aux gens qui sont victimes de la COVID-19, là, donc aux gens qui sont plus vulnérables dans notre société. Donc, vous avez jusqu'à midi demain pour acheter un livre et Michel va remettre pour chaque livre vendu un 10 au fonds d'urgence de Centraide. Puis pour ça, Michel, je te remercie énormément de ta générosité. Je pense que ça peut faire une énorme différence dans ce qu'on vit présentement. Donc, j'aimerais aussi vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons un autre webinaire, toujours dans la même plage horaire. Le webinaire s'intitule le sujet du webinaire, excusez-moi, c'est soutenir nos employés en période de stress et en pandémie. Ça va être donné par 2 experts en développement organisationnel. Donc, je vous invite à vous joindre à nous. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en écrivant à réseaumallette@mallette.ca et on va pouvoir vous envoyer des informations. Donc, sur ce, je remercie encore une fois énormément Michel Villa pour sa présentation. Si jamais vous voulez continuer à discuter avec lui poser des questions, vous pouvez lui écrire à info@michelvilla.com ou aller voir son site internet michelvilla.com. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée.